Merci. Ouais, très bien. Donc, on commence. Bonjour tout le monde. Isso. Donc, Deixa vu la conjoncture caractérisée par la on crise não pode ter pandémique, donc condições. on Não aimerait sei lá, bien mas. continuer présentiel pour répondre à vos attentes, mais malheureusement, avec la propagation de virus dans la région de Souss-Massa et particulièrement dans la ville d'Agadir, on n'a pas pu continuer les cours présentiels. Donc, on a plaidé à entamer des cours à distance. Et on espère, Inch'Allah, dans les prochains jours, jusqu'à la réalisation d'une unité collective, on va essayer de continuer et de rattraper les cours présentiels. Alors, le cours, donc, bien évidemment, on a entamé des séances présentielles introductives sur le cours de l'introduction à l'étude de l'économie. Donc, on a vu une vision d'ensemble de l'objectif de ce cours et le plan qu'on va voir au cours de ce semestre. Donc, dans cette séance, on va essayer d'entamer le premier et le deuxième chapitre de cours. Alors, on va commencer par qu'est-ce que ça veut dire l'introduction à l'étude de l'économie, qu'est-ce que ça veut dire la science économique euh, en premier lieu. Donc, l'introduction à l'étude de l'économie, c'est une matière qui donne une initiation de toutes les matières que vous allez voir dans votre cursus académique, puisque vous êtes des étudiants de la première année, S1, donc vous avez choisi de poursuivre vos études en sciences économiques. Donc, l'introduction à l'étude de l'économie, c'est une initiation de toutes les matières que vous allez voir pendant votre cursus académique, que ce soit dans le premier cycle, deuxième cycle, ou bien évidemment, si vous comptez poursuivre vos études supérieures de master. Donc, c'est une initiation de la microéconomie, de la macroéconomie, de l'économie monétaire et financière, de l'histoire de la pensée économique, de l'économie internationale aussi, de la finance, etc., etc. Donc, on va voir une vision générale de tous les concepts et toutes les théories et tous les fondements théoriques de toutes les matières que vous allez voir. Alors, c'est une base et c'est un cadrage solide de toutes les notions et tous les concepts de la science économique. De toutes les façons, la science économique est subdivisée en deux branches, si vous voulez. Si vous comptez par la suite poursuivre vos études en sciences économiques, vous allez choisir soit la science de gestion, soit la science économique. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition, le premier chapitre. Donc, le premier chapitre, la définition de l'économie. La définition de l'économie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'économie tout d'abord? L'économie, c'est un terme qui a été utilisé depuis les civilisations antiques, plus particulièrement la civilisation grecque. C'est un terme de dérivé grec, ça veut dire qui détient la maison, qui tient la maison. Donc, c'est un ménage où une économie doit prendre de nombreuses décisions. Ça veut dire qui travaillera pour que produira, quelles sont les ressources qu'on va utiliser pour produire, pour travailler et qui consommera. Donc, en ce qui concerne les ressources, donc la définition, l'ultime définition de l'économie, c'est la gestion des ressources rares. Et les ressources rares sont distinguées, sont différentes d'un territoire à un autre, d'un espace à un autre. Et puisque les besoins de l'être humain sont illimités, l'économie vient de définir la gestion de ces ressources pour pouvoir satisfaire les besoins illimités de l'être humain. Et quand on parle des ressources, par exemple, quand on fait une
comparaison, une étude comparative entre les ressources au Maroc, par exemple, en tant que nation et notre voisin, l'Algérie. Le Maroc possède, par exemple, des richesses naturelles, de la faune, de la flore, de la richesse maritime, par exemple, de phosphate, etc., etc. Et notre voisin, l'Algérie, possède du pétrole et de gaz. Alors, l'économie vient de définir la gestion des ressources rares. Et la rareté signifie que la société ne peut satisfaire les besoins de tout le monde. Donc, l'économie est l'étude de la manière dont la société gère ses ressources rares. Et les économistes aussi étudient comment les individus décident, décident comment ils consomment, comment ils interagissent via des forces et des tendances qui affectent l'ensemble de l'économie. Donc, on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire l'économie politique. L'économie politique aussi, après avoir défini le terme juste de l'économie, donc on va définir ce qu'on appelle l'économie politique. L'économie politique, c'est l'administration de patrimoine de la ville ou de la société. Et quand elle est utilisée pour la première fois en 1615 par Antoine Montchrestien via son ouvrage intitulé Le traité de l'économie. Mais l'économie politique, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois dans les civilisations antiques, dans la civilisation plus particulièrement grecque. Elle a été utilisée pour la première fois par comment il s'appelle c'est un disciple de Socrate. Donc, tout le monde connaît Socrate, c'est le fameux philosophe des civilisations antiques. Donc, et la science économique a été définie, donc elle a été l'objet de nombreuses définitions par nombreux auteurs, nombreux courants de la pensée économique, fréquemment utilisés par ces auteurs. Et l'économie est utilisée comme étant, bien évidemment, la gestion de la rareté aussi, et doit découvrir les lois naturelles qui affectent les activités économiques. Alors, pour les classiques, on va commencer par les classiques. Jean-Baptiste Say, c'est un auteur qui relève de l'école classique française, a considéré l'économie comme étant les richesses ou l'économie politique signifie comment les richesses sont produites, distribuées, consommées dans la société. L'auteur définit aussi l'économie par ses principales fonctions exercées au sein de la société en insistant sur le caractère social et de la science économique et de la science politique. Aussi, on a Jean Stuart Mill. Jean Stuart Mill, c'est un auteur de l'école classique aussi, qui a donné une définition un petit peu différente de celle qui est donnée par Jean-Baptiste Say. Pour Jean Stuart Mill, l'économie politique est la science qui traite la population et de la distribution de la richesse. Alors, après avoir vu la définition de l'économie par les civilisations antiques, on a vu qu'est-ce que ça veut dire la science économique ou qu'est-ce que ça veut dire l'économie politique par les auteurs classiques. On a vu Jean-Baptiste Say et Jean Stuart Mill qui ont été considérés les premiers auteurs de l'école classique. Alors, voilà une définition de la science économie subdivisée en deux termes éco, wakos, plus nomi, nomos. Wakos, nomos, ce sont des termes grecs wakos, grec maison ou habitat, nomos, ordre, loi, administré. Donc, c'est la gestion
de patrimoine, la gestion de la ville ou de la maison selon la définition des Grecs. Et selon une définition étymologiquement parlant, l'économie est l'art de bien administrer une maison ou gérer les biens d'un particulier, comme on a dit tout à l'heure. Alors, selon les auteurs classiques, l'économie aussi s'appuie de plus en plus sur une analyse scientifique ayant pour objectif la recherche de façon structurée, cohérente et précise une explication de l'ensemble de mécanismes économiques réagissant à l'activité économique. La science économie s'appuie donc sur des méthodes explicatives des mécanismes des relations entre les différents objets d'étude. Alors, la science économique aussi, selon les auteurs classiques, doit découvrir les lois naturelles qui régissent l'activité économique. Donc, et par la suite, la définition de la science économique ou de l'économie politique se progresse d'une façon vigoureuse par plusieurs courants, par plusieurs auteurs de la pensée économique, et il a été développé par des fondements théoriques, par des auteurs qui relèvent de plusieurs courants de la pensée économique, à savoir le courant néoclassique, le courant marxiste ou socialiste et le courant keynésien. En ce qui concerne le courant néoclassique ou la pensée néoclassique, c'est une pensée qui a mis en cause les idées et les fondements théoriques de la pensée classique. Et aussi, il a renouvelé les idées aussi des auteurs, des auteurs classiques par des fondements théoriques. La pensée socialiste est reconnue par les idées de Karl Marx, qui porte une vision tout à fait différente par rapport à la pensée classique et à la pensée néoclassique, parce que tous les courants de la pensée, de l'histoire, de la pensée économique ont adopté ce qu'on appelle le système capitaliste et ce qu'on appelle adopter le libéralisme dans les échanges et dans les activités économiques. Or, la pensée socialiste ou marxiste avait porté une vision tout à fait différente de ce qu'on a vu dans les courants de la pensée économique. Donc, on va voir ça dans le chapitre consacré à l'HPE, l'histoire de la pensée économique. Donc, on va consacrer une partie très, très intéressante pour ce créneau-là, dans la matière de l'introduction à l'étude de la science économique. Et bien évidemment, en troisième lieu, on trouve la pensée keynésienne. Keynésienne, il est connu par la révolution keynésienne, qui porte aussi des approches théoriques différentes, qui a développé plusieurs approches, plusieurs fondements théoriques, particulièrement dans la théorie de l'emploi et de l'intérêt et de la monnaie. Donc, on va voir ça d'une façon plus détaillée dans le cours prochain, Inch'Allah. Alors, on va passer maintenant au deuxième chapitre. Alors, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez, les étudiants? C'est bon? Ouais. Donc, on va passer au deuxième chapitre. Donc, après avoir défini
la science économique et l'économie politique via plusieurs courants de la pensée économique. On va voir maintenant la nature de problèmes économiques. Donc, pour la nature des problèmes économiques, les hommes vont produire des biens et des services afin de satisfaire au mieux leurs besoins. Donc, et pour définir les besoins, donc il s'avère très intéressant de voir les besoins et la rareté des biens, les caractéristiques des besoins et la classification aussi des besoins. Donc, les besoins et la rareté des biens, le besoin économiquement, il peut être satisfait par un bien ou un service rare, c'est-à-dire disponible en quantité limitée. Mais si on veut, si vous voulez donner une définition plus scientifique à la notion de besoin, donc Maslow a classifié, a pu mettre une classification de différents besoins de l'être humain dans une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. Donc, dans la base de la pyramide de Maslow, on va trouver les besoins physiologiques. En deuxième lieu, on trouve les besoins de sécurité. En troisième lieu, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de s'accomplir. En premier lieu, les besoins physiologiques, ce sont les besoins de première nécessité. Donc, se nourrir, se loger, se vêtir, surtout se nourrir ou se vêtir, ce sont les besoins physiologiques, ce sont les besoins de première nécessité. Donc, en deuxième lieu, on trouve les besoins de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire les besoins de sécurité? Les besoins de sécurité, c'est de sentir en sécurité dans un territoire, dans une nation. Et chaque État un département qualifié ou a une mission de veiller sur l'ordre public et de veiller sur la sécurité des citoyens et des biens de la nation. Par exemple, quand on parle de sécurité, par exemple ici au Maroc ou ailleurs dans tous les pays du monde, on trouve que le ministère, par exemple le département de l'Intérieur, qui a l'habilité, qui a l'attribution d'assurer la mission de sécurité via ses services compétents au profit des citoyens et des biens. Le besoin d'appartenance, ça veut dire que chaque individu a besoin de l'appartenance, a besoin d'une identité, tout d'abord. Identité, ça veut dire a besoin d'appartenance d'une tribu, d'une nation, d'une ville, par exemple, ou d'appartenance identitaire. Le besoin d'estime, c'est le fait d'avoir, par exemple, une voiture ou d'avoir une villa ou un appartement luxueux. Donc, c'est un besoin d'estime pour distinguer votre couche sociale, votre degré ou votre niveau social dans la société. Le besoin de s'accomplir, c'est d'effectuer des activités complémentaires, des futilités, comment dirais-je, par exemple, ne sont pas des futilités par rapport aux autres, mais sont nécessaires par rapport aux autres et sont des futilités par rapport aux autres, par rapport à une nation, par rapport à une tribu. Donc, le besoin de s'accomplir, c'est d'effectuer des activités comme le théâtre, la musique, etc. etc. Donc, cela, le besoin de s'accomplir. Alors, Maslow, donc, en général, Maslow a pu classifier les besoins selon la nécessité, selon le degré d'importance de ces besoins selon la nécessité de l'utilisation par l'être humain. Donc, on va maintenant voir aussi les caractéristiques des besoins. En premier lieu, on trouve la satiété. La satiété, ça veut dire l'intensité d'un besoin diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait
au-delà d'une certaine satisfaction, le besoin est saturé. Ça veut dire dans la mesure que, tant qu'on satisfait un besoin, donc la satiété ou l'intensité de ce besoin diminue au fur et à mesure. La comparabilité, tout individu est capable d'établir une hiérarchie dans l'intensité de ses besoins et d'établir des priorités. Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, monsieur, oui. C'est bien, on peut commencer. On peut Oui, continuer. c'est bien. Vous Oui, m'entendez? c'est bien. Oui, continue. D'accord. Alors, en ce qui concerne la comparabilité, tout individu, on a dit que est capable d'établir une hiérarchie dans l'intensité de ses besoins et d'établir des priorités. Alors, la comparabilité des besoins de chaque individu, donc on peut voir par exemple un individu qui habite par exemple au Maroc, son premier besoin c'est de se nourrir et de se vêtir, mais le besoin d'un être humain qui habite dans un pays développé ou comme en Europe, au Canada par exemple, ou d'autres pays développés, le besoin en premier, son besoin en premier ordre, on trouve par exemple d'effectuer des activités, par exemple, comme la musique ou le théâtre, ou de voyager par exemple. Donc, elle a dépassé les besoins physiologiques ou de besoins de première nécessité. Donc, on trouve aussi que les individus qui habitent dans les zones enclavées, par exemple, dans les douars ou dans les zones rurales, par exemple, on trouve que ces besoins sont de première nécessité. Ils ont encore besoin de l'eau potable, ils ont encore besoin de l'électricité. Donc, cette comparabilité de besoins de l'individu, donc, ça diffère selon le temps et l'espace aussi, selon le degré de développement de l'appartenance le degré de développement de territoire dans laquelle l'être humain appartient. La diversité. Donc il existe une multiplicité de besoins. À côté des besoins vitaux, apparaissent sans cesse de nouveaux besoins. Donc il y a une diversité des besoins. Donc, si on trouve sur le plan de la nourriture, par exemple, il y a une diversité de besoins. Donc, par exemple, le besoin de se nourrir, par exemple, au Maroc, un individu qui habite, par exemple, au Maroc, par exemple, un Marocain, son besoin de se nourrir, il est diversifié ou il est différent par rapport d'un être humain européen ou américain, par exemple. La subjectivité, l'utilité éprouvée par la satisfaction d'un besoin dépend des goûts de chaque individu. Donc, le besoin aussi, il dépend des goûts de chaque individu. Et le goût, ça diffère par exemple aussi dans le temps et dans l'espace, et ça diffère entre par exemple les différentes couches sociales. Et ça diffère le goût par exemple sur le plan approche genre. Le goût des femmes, ce n'est pas le goût des hommes. Le goût des enfants, ce n'est pas le goût des adolescents ou des adultes. Alors, le besoin de chaque couche sociale ou de chaque type social est différent. Donc, il y a une subjectivité de besoins. Donc, l'utilité, déjà éprouvée par la satisfaction d'un besoin qui dépend des goûts de chaque individu. En ce qui concerne la classification des besoins, déjà Maslow a pu classifier les besoins selon la pyramide, ce qu'on appelle de Maslow, mais aussi on peut, autrement dit, classifier les besoins selon trois ordres, les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Les besoins primaires sont indispensables à la vie.
Donc, c'est manger, boire, etc., etc. Ce sont en fait les besoins physiologiques. Ce sont en fait les besoins physiologiques, les besoins primaires. Donc, on a vu que même si les besoins primaires sont différents selon la nation, selon le territoire, et se diffèrent aussi dans le temps et dans l'espace. On a le besoin secondaire. Le besoin secondaire, c'est nécessaire mais non indispensable. Par exemple, non indispensable à la survie, comme par exemple voyager, se divertir, etc., etc. Mais ils sont nécessaires dans une nation, ils ne sont pas nécessaires dans une autre. Par exemple, dans une nation qui est développée, développée économiquement parlant et socialement parlant, comme les pays européens ou les pays développés, voyager et se divertir, c'est un besoin et considéré par les citoyens et c'est un besoin de première nécessité. Donc, même la classification de ces besoins. Donc, la théorie de la classification des besoins, c'est on peut classifier d'une façon théorique besoins primaires, besoins secondaires, besoins tertiaires en général, mais on peut le trouver différentes. Tout dépend de la nation, tout dépend de, 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 de l'appartenance sociale et économique. Troisième classification de besoins, on trouve les besoins tertiaires. Ils concernent le superflu, ça veut dire les gadgets, les futilités, etc., etc. Donc voilà, en général, la classification des besoins. On a dit qu'il y a des besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Les besoins primaires, en général, c'est de nourrir et se vêtir. Les besoins secondaires, c'est voyager, se divertir, etc., etc. Besoins tertiaires, ce sont les gadgets, les futilités. Donc, ce sont des biens complémentaires dans la vie sociale de chaque individu. Mais cela, ça diffère d'une nation à une autre. Selon le degré de développement de la nation, le degré aussi bien économique que social. Alors, les différents types de besoins, on trouve deux types de besoins, les besoins individuels et les besoins collectifs. Les besoins individuels à caractère subjectif et sont satisfaits par chaque individu en fonction de son âge, ses goûts, sa culture. C'est un besoin individuel. Donc, moi, en tant que Marocain, mes besoins individuels ils diffèrent des besoins individuels d'un Américain ou d'un Européen. D'accord? Donc, les besoins individuels, comme on a dit tout à l'heure, on peut le trouver dans toutes les catégories de besoins dans la pyramide de Maslow. Les besoins individuels dans les besoins physiologiques, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et de s'accomplir, etc., etc. Sauf les besoins de sécurité qui sont obligatoirement collectifs. Mais les besoins individuels aussi, ce sont des besoins subjectifs qui sont satisfaits par chaque individu en fonction de son âge aussi, de son âge, ça veut dire de l'approche genre aussi. Par exemple, les besoins de la femme ne sont pas les besoins de l'homme. Les besoins d'un petit enfant ou d'un bébé, ce ne sont pas les besoins d'un adolescent, etc., etc. Et selon aussi les cultures. Donc, la culture des Marocains, elle est différente, tout à fait différente des cultures des Français, par exemple, ou des Espagnols. Donc, c'est pour cela que les besoins individuels se distinguent et les différents, il est différent si on prend en considération l'espace géographique ou les couches sociales. Les besoins collectifs. Les besoins collectifs sont satisfaits par l'État et correspondent à des besoins ressentis par toute la population. Sécurité, infrastructures collectives, etc., etc. Donc, les besoins collectifs sont assurés par l'État, comment dirais-je, parce que les besoins collectifs sont des besoins qui peuvent être satisfaits par une collectivité, une communauté, un ensemble
un ensemble de populations, un ensemble de l'être humain. Par exemple, quand on parle, par exemple, d'enseigner ou d'étudier au sein d'un établissement scolaire ou universitaire, ce sont des besoins collectifs. Quand on veut aller soigner dans un hôpital, donc l'hôpital, c'est un endroit public et donc ça, c'est un besoin collectif, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut les considérer comme étant un besoin collectif. Donc, construire une infrastructure de base dans un pays par l'État, c'est un besoin collectif. Donc, tout le monde a besoin d'une infrastructure, des routes, des autoroutes, de l'électricité, etc., etc. Donc, ça, cet ensemble de biens, on peut le considérer comme des biens qui peuvent satisfaire les besoins collectifs. Alors, donc, si on parle des besoins individuels et des besoins collectifs, si on fait une comparaison entre les deux besoins, donc il y a des biens qui correspondent aux besoins individuels qui peuvent satisfaire les besoins individuels, et il y a des biens qui peuvent satisfaire les besoins collectifs. Les biens qui peuvent satisfaire les besoins individuels, on peut trouver les vêtements, la nourriture, etc. Ce sont des biens individuels. Et on a dit que ces besoins sont sont différents selon la nature de chaque individu et selon la nature de son âge et de sa culture. Et les besoins collectifs, ce sont les besoins qui peuvent satisfaire une communauté, une certaine population.